Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Christian Dior, le plus célèbre couturier de l'après-guerre, nous a quittés en 1957. Sa discrète petite sœur, Catherine, a entretenu pendant longtemps son souvenir. Elle est la véritable Miss Dior, l'inspiratrice du parfum qui porte ce nom. Elle a aussi été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être déportée comme ennemie du Reich. Elle a survécu à l'enfer des camps alors que son frère participait à des défilés organisés pour les nazis et les collaborateurs. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Catherine et Christian Dior, splendeurs et misères d'une famille française. Épisode 1. Destin croisé. Nous sommes au fort de Romainville, en région parisienne, le 15 août 1944. La fin de la guerre semble proche. Les 500 femmes encore détenues dans ce camp d'internement nazi espèrent être libérées par les troupes alliées. L'espoir les aide à tenir. Parmi les résistantes qui attendent un miracle, il y a Catherine Dior, fine brune de 27 ans au visage grave. À 8 heures ce matin-là, les SS ordonnent aux prisonnières de se préparer pour se rendre à la gare de Pantin où un train les conduira en Allemagne. Elles ne savent pas exactement ce qui les attend, mais le pire est à craindre. Soudain, les sirènes retentissent. Les détenues se précipitent au sous-sol du fort pour se mettre à l'abri. Malgré la peur de mourir dans les bombardements, elles gardent espoir. La libération est sans doute proche. À 16 heures, l'alerte est levée. Les SS fébriles font remonter les prisonnières. Déporter les résistantes est une urgence à leurs yeux. Pour les SS, en finir avec les ennemis du Reich est une question d'honneur, même si les troupes alliées se rapprochent. Catherine Dior monte dans le bus à destination de la gare de Pantin. Certaines prisonnières en profitent pour supplier le chauffeur de transmettre des messages à leur famille. Catherine ne sait pas qu'à Paris, son frère Christian Dior demande à une de ses relations, Raoul Nordling, le consul de Suède, de trouver un moyen de l'arracher aux SS. Christian Dior est né à Granville le 21 janvier 1905. L'année suivante, ses parents achètent les Rumb, une villa peinte en rose dans son écrin de verdure. Le nom de la maison vient de la rose des vents en mosaïque qui décore l'entrée. En navigation maritime, les Rumb désignent les 32 directions des vents. Maurice Dior est heureux de pouvoir s'offrir l'une des plus belles demeures de la région avec sa vue sur la mer. Né dans une famille d'agriculteurs devenus industriels, il a repris avec son cousin Lucien Dior l'usine d'engrais familiale. L'acide sulfurique et les phosphates ont fait leur fortune. Madeleine, la mère du petit Christian, est une femme belle, dure et ambitieuse. Enfin, elle a les ambitions des femmes de l'aube du XXe siècle. Elle veut être la première dame de Granville, c'est-à-dire la plus riche et la mieux habillée grâce à l'argent gagné par son mari. Elle consacre beaucoup d'énergie à embellir les Rumb et notamment les jardins où fleurissent des roses somptueuses. En 1910, la villa devient la résidence d'été des Dior qui passent l'hiver à Paris dans un bel appartement haussmannien du quartier de la Muette, à l'ouest de la ville. Madeleine veille à ce que sa famille soit exemplaire pour avoir l'admiration de ses amis. Elle s'emploie donc à faire filer doux ses 3 garçons. Elle est encore plus dure avec ses 2 filles, y compris Catherine, sa petite dernière. Dans son univers privilégié, celle-ci grandit en regardant sa mère composer de beaux bouquets avant la venue des invités pour le dîner. Tout le monde s'extasie devant les compositions de Madeleine, qui donne plus d'amour à ses fleurs qu'à ses enfants. Catherine, née en 1917, est proche de son frère aîné Christian malgré leurs 13 ans d'écart. Peut-être parce que celui-ci a un tempérament plus artistique que les autres. L'été, au Rumb, ils aiment passer du temps à la lingerie où les couturières et les domestiques leur racontent des histoires en reprisant les ourlets des robes de madame. Jupons et dentelles composent leur bonheur quotidien. De retour à Paris à la fin de la guerre, Christian entre à l'école des sciences politiques pour faire plaisir à sa famille alors qu'il ne rêve que des beaux-arts.
Et sans surprise, il s'ennuie sur les bancs de l'école, alors il sort dans le Paris des années folles où il se lie d'amitié avec la nouvelle génération des artistes en vogue, comme l'homme de lettres Max Jacob ou le cinéaste Jean Cocteau. C'est sans doute à cette époque qu'il se rend compte qu'il est homosexuel et assouvit ses fantasmes parmi les artistes aux préférences identico-siennes. Mais tout cela se fait très discrètement dans la France des années 1920. L'homosexualité n'est plus pénalement punie par la loi depuis 1791, mais elle reste perçue comme une maladie mentale. Christian quitte finalement l'école de sciences politiques sans diplôme et ouvre sa galerie d'art grâce au soutien financier de son père. À une condition, cela dit, le nom Dior ne doit pas apparaître sur l'enseigne. Les parents Dior refusent d'associer leur nom aux activités de leur fils qui vit presque en saltimbanque selon les standards bourgeois. En 1931, la parfaite famille Dior semble partir à volo. Bernard, le petit frère de Christian, sombre dans la folie. Raymond, l'aîné, garde des traumatismes de la Grande Guerre, et Madeleine, la mère, meurt de septicémie à la suite d'une intervention chirurgicale. Pour finir cette série noire, Maurice est ruiné, conséquence du krach boursier de 1929. Maurice Dior décide de vendre la villa des Rumbes et s'installe à Calian, dans le Var, avec Catherine alors âgée de 15 ans. Christian reste à Paris pour son travail. Privé du financement de son père, il ferme sa galerie et commence à faire des dessins de mode, essentiellement des robes et des chapeaux. Il en vend certains aux maisons Balenciaga, Nina Ricci et Schiaparelli. Comme ce n'est pas assez pour vivre, ses riches amis contribuent à maintenir son train de vie. De son côté, Catherine se consacre au jardin de sa nouvelle maison méditerranéenne. Fleurs et légumes occupent tout son temps. Elle vend ce qu'elle ne consomme pas avec son père sur le marché pour gagner un peu d'argent. En 1938, Christian est embauché par le couturier Robert Piguet comme modéliste et dessinateur. Il imagine ses premières collections où le motif pied-de-poule noir et blanc est mis à l'honneur. Son nom commence à circuler dans le milieu de la mode comme celui d'un jeune prodige. Il faut dire que tout le monde sent la guerre arriver et que les maisons de couture ne désemplissent pas. Il y a une véritable urgence à consommer du luxe comme si demain ne devait jamais exister. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate. Christian est mobilisé comme tous les hommes aptes au combat entre 20 et 48 ans. Alors que l'infanterie est envoyée sur la ligne Maginot, cette fameuse ligne de fortification au nord-est de la France réputée infranchissable, Christian est assigné à une unité basée dans une ferme du Cher. Passer des travaux d'aiguille aux travaux de la terre n'est pas chose aisée, mais il faut dire que participer à l'effort de guerre, ou plutôt à la drôle de guerre, parce que pendant 8 mois, il ne se passe rien. En mai 1940, la Wehrmacht avance brutalement vers l'ouest. 6 millions de Français s'enfuient sur les routes. L'exode commence. Les familles ont rassemblé leurs biens les plus précieux dans des valises et quittent l'est de la France. Les voitures qui tombent en panne au milieu de la chaussée créent des cortèges de bouchons. La faim, la peur et la fatigue entraînent des épisodes de violence entre les réfugiés. À peine un mois plus tard, le 14 juin, les Allemands prennent Paris. Les drapeaux ornés de croix gammées sur fond rouge flottent sur les monuments parisiens. Les soldats allemands, très élégants dans leurs costumes Hugo Boss, se promènent dans les rues de la capitale comme s'ils étaient chez eux et saluent les petites mademoiselles avec leur sourire carnassier. Les tickets de rationnement conditionnent les menus du jour et le marché noir se développe. Après l'armistice, Christian a été démobilisé. Il a rejoint Catherine et son père dans le Var, où le jardin leur permet de manger à leur faim. 1 an plus tard, à l'automne 1941, Christian décide de retourner à Paris pour travailler. La vie s'y réorganise et une partie de la bourgeoisie collaboratrice ne manque de rien. Certains continuent à faire la fête et surtout, la majorité des maisons de couture est restée ouverte. Celle de Gabrielle Chanel est l'une des rares fermées car elle considère qu'on ne fait pas de robe pendant la guerre. Dans son appartement de la rue Royale, Christian vit dans une bulle.
Les boutiques de mode sont pleines d'épouses et de concubines de dignitaires allemands qui dînent le soir chez Maxim's ou à la Tour d'Argent. À Callian, dans le sud, l'ambiance est plus spartiate. Il n'y a même pas d'électricité. Catherine cultive toujours son jardin, mais elle tient à écouter la radio et les nouvelles de Londres où s'est réfugié le général de Gaulle et une partie des résistants. Pour ne rien manquer, elle se rend dans une boutique spécialisée où elle cherche une radio à piles. C'est là qu'elle rencontre Hervé de Charbonnerie, un homme grand et mince avec des yeux clairs et une moustache fine. Il a 12 ans de plus qu'elle et il est déjà marié et père de 3 enfants. Pourtant, Hervé et Catherine tombent amoureux. Ils deviennent amants, mais ce n'est pas le seul secret qu'ils partagent. Hervé et sa femme Lucie sont des résistants de la première heure. Ils font partie du réseau F2, un groupe de résistants proches des services de renseignement britanniques et polonais qui soutient le général de Gaulle. Hervé sent la fibre patriotique et le sang-froid de Catherine. Il décide dans un premier temps d'officialiser sa liaison auprès de ses proches avant de se séparer de Lucie sans esclandre. Il lui fait ensuite intégrer F2. Évidemment, cela se fait discrètement et Catherine est loin de connaître les 2500 agents dont le quart est formé de femmes. Elle ne sait même pas que certains de ses amis de longue date en font partie comme elle. Pour le réseau, Catherine devient Caro et Hervé est rebaptisé Éric. Caro tape des rapports pour la cellule F2, transporte des messages, dissimule du matériel ou participe au repérage des infrastructures allemandes dans la région. Si la résistance séduit les jeunes femmes patriotes et courageuses, comme la sœur de Christian, d'autres femmes préfèrent se mettre au service des Allemands pour faciliter leur quotidien et gagner de l'argent. Quand la Gestapo cherche à recruter 40 informatrices dans le sud de la France, elle reçoit 300 candidatures. Parmi les élus des Boches, se trouvent des personnes qui dénoncent des membres de F2. L'un de ses chefs est arrêté à Marseille et torturé à Lyon par l'officier SS Klaus Barbie, connu pour son sadisme. Trahis, les membres du réseau F2 se dispersent. Catherine rejoint Paris où elle s'installe chez son frère, rue Royale. Parfois, Christian s'amuse à prendre Catherine en photo. Devant son objectif, elle ressemble à une madone sévère en robe noire. Ses sourires sont rares. Son monde n'est pas aussi léger que celui de Christian. Bien sûr, elle ne lui dit rien de ses activités secrètes. Pendant que le créateur gravite dans l'univers des couturiers collabos comme Rochas Balmain et son employeur Lucien Lelong, Catherine tape des tracts de la résistance et continue à faire passer discrètement des informations. Son réseau est infiltré par une espionne de la Gestapo et une nouvelle vague d'arrestations a lieu. Le 6 juin 1944, à 16h30, Catherine Dior est arrêtée place du Trocadéro en compagnie de 4 résistants armés. La police l'emmène au 180 rue de la Pompe dans un bâtiment des services de sécurité allemands. Catherine sait qu'elle va être interrogée par la Gestapo. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Catherine et Christian Dior, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Christian et Catherine Dior, le frère trace sa route dans l'univers de la mode alors que la sœur intègre la résistance. Christian héberge sa sœur sans se douter de ses activités. La vie des Dior bascule dans l'horreur quand la petite dernière du clan familial est arrêtée place du Trocadéro le 6 juin 1944. Épisode 2. Des haillons et des robes de cocktail. Nous sommes à Paris le 6 juin 1944 vers 17h. Catherine Dior est devant le 180 rue de la Pompe qui abrite les services de sécurité allemands, autrement dit la Gestapo. Ce bureau est dirigé par Friedrich Berger. Cet Allemand de 33 ans est un bel homme plein d'assurance. Visage ovale, cheveux bruns avec une raie sur le côté, bouche un peu épaisse et regard dur. Comme il a été recruté 10 ans plus tôt par la Légion étrangère, il parle un bon français avec une pointe d'accent germanique. Sa maîtresse, Denise Delfaux, une Française qui le regarde avec des yeux de merlan frit, lui sert de secrétaire. Berger est entré dans l'Abwehr, les renseignements allemands, au milieu des années 30.
C'est un homme violent, déséquilibré et opportuniste. Lui et sa bande, largement composée de Français, sont les rois du marché noir à Paris. Et ils ont fait des bureaux de la Gestapo de la rue de la Pompe une antichambre délirante de l'enfer. Ici, après avoir sniffé de la cocaïne, on torture les résistants avec un pistolet dans une main et une coupe de champagne dans l'autre. Un autre Allemand nommé Zimmer est l'intello de service. Il joue du piano au milieu des mitraillettes. Les cris des prisonniers qui se mélangent à ses notes forment une symphonie infernale. C'est un mélange à rendre fous les plus sains d'esprit. Le médecin français Fernand Rousseau veille sur cette faune dégénérée. Il injecte des drogues stimulantes aux agents de la Gestapo et réveille les résistants torturés qui s'évanouissent en leur frottant le visage à l'huile de camphre afin de continuer les interrogatoires. Quand il quitte la rue de la Pompe, il se rend dans les studios de Radio Paris où il participe à la diffusion de la propagande nazie où chante notamment la star française Maurice Chevalier. Rue de la Pompe, Catherine est prise en main par Théodore Leclerc, un ancien ouvrier trafiquant de tabac recruté par la Gestapo, et Rachid Zulgadar, un ancien chauffeur de taxi originaire de Géorgie. Inutile de dire que ces deux-là ne sont pas des enfants de cœur. Catherine, les mains attachées dans le dos, est conduite à la salle de bain où la baignoire est remplie d'eau froide. Sur le carrelage, il y a des traces de sang frais. Une secrétaire assise sur une chaise prend des notes avec un air blasé. Quand on lui demande si elle pense que les prisonniers ont dit la vérité, elle répond toujours non. Et les tortures reprennent. Ces deux bourreaux attrapent Catherine par les cheveux et lui plongent la tête dans l'eau. L'asphyxie devrait lui donner envie de révéler ses petits secrets. Et au bout de 3/4 d'heure, Catherine parle. Ou plutôt, elle fait croire à ses bourreaux qu'elle parle. Elle les convainc qu'elle a rendez-vous aux Tuileries avec l'un des chefs du réseau F2. Berger lui laisse le bénéfice du doute. Elle reprend son souffle et les agents de la Gestapo l'emmènent aux Tuileries en espérant coffrer l'homme avec qui elle a rendez-vous. Mais personne ne vient. Catherine a menti pour permettre aux agents de F2, toujours en liberté, de nettoyer leur bureau et de disparaître dans la nature. De retour rue de la Pompe, Catherine est à nouveau torturée. Leclerc et Zulgadar manquent de la noyer avant de la forcer à s'agenouiller sur des morceaux de bois taillés en triangle, mais la résistante garde ses secrets. Un mois plus tard, en juillet, Catherine quitte les geôles de Berger pour la prison de Fresnes. Le bâtiment surchargé de prisonniers est insalubre et grouille de vermine. Les Allemands interdisent aux détenus d'ouvrir les fenêtres et ne tolèrent que 2 promenades de 20 minutes par semaine. Au bout de 15 jours, Catherine est envoyée au fort de Romainville dans l'attente de sa déportation en vertu du décret Nuit et brouillard signé le 7 décembre 1941. Depuis cette date, les nazis déportent tous les ennemis du Reich. Le but est de tous les faire disparaître sans qu'ils laissent de traces pour semer la terreur dans les populations occupées, comme si résister et se volatiliser revenait au même. À Romainville, tous les jours à 16h, les SS publient la liste des déportés. Et à l'été 44, il y a urgence. Les Allemands sont maintenant en difficulté sur plusieurs fronts et le spectre de la défaite est présent dans tous les esprits. Pour les SS, aussi fou que cela puisse nous paraître, poursuivre de manière efficace les déportations et appliquer la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, est une question d'honneur. Le 15 août, Catherine Dior est appelée pour être déportée. Aujourd'hui, les SS ont donné les noms de leurs victimes dès 8h du matin. Il faut vider le fort parce que les troupes alliées se rapprochent. Mais la sirène retentit. Une attaque aérienne est imminente. Tous les occupants de la prison doivent descendre au sous-sol dans les abris antiaériens. Les prisonnières attendent et croisent les doigts. Les Alliés avancent. Elles seront peut-être libérées avant le grand départ. De son côté, Hervé de Charbonnerie, l'amant de Catherine, est fou de douleur, mais il ne peut rien faire pour la sauver sans risquer de compromettre le réseau F2. Christian aussi est épouvanté par la disparition de sa sœur. En questionnant ses relations dans les maisons de couture, il a fini par apprendre qu'elle était retenue par la Gestapo pour d'obscures raisons.
Il appelle une de ses connaissances haut placées, le diplomate suédois Raoul Nordling, qui accepte d'appeler des officiers allemands qu'il connaît, mais Catherine est déjà arrivée à la gare de Pantin. Quand il réussit à obtenir des informations, elle est déjà montée dans un wagon à bestiaux surchargé en route vers le camp pour femmes de Ravensbrück, à 75 km de Berlin. Lorsqu'elle arrive à Ravensbrück le 22 août 1944, Catherine Dior est accueillie par des SS accompagnés de leurs molosses. Sa tête est rasée, on lui tatoue son matricule, le 57 813, et on lui donne des haillons ayant appartenu à des détenus décédés pour se vêtir. Dans le camp, elle rencontre Élisabeth de Rothschild, l'une des plus grandes fortunes de France, déportée pour avoir refusé de s'asseoir à côté de l'épouse d'un dignitaire allemand lors d'un défilé de haute couture à Paris. Elle rencontre aussi Denise Jacob, la sœur de Simone Veil, condamnée pour résistance, mais qui est parvenue à cacher qu'elle était juive. Il y a aussi Germaine Tillon, une ethnologue impliquée dans la résistance, et Geneviève de Gaulle, la nièce du général. Ces deux femmes sont aujourd'hui au Panthéon pour leurs actions pendant la guerre. Toutes ces prisonnières doivent elles-mêmes se coudre un triangle rouge sur leur tenue pour signaler qu'elles sont des opposantes politiques. Himmler, le ministre de l'Intérieur du Reich, a pensé Ravensbrück comme un camp de redressement pour femmes déviantes, celles qui sont perverties socialement au point de lutter contre le Reich. Les détenues dorment à 3 sur une paillasse infestée de poux et de punaises. Elles sont réveillées à 3h30 du matin, passent rapidement dans les latrines qui débordent en se faufilant entre les cadavres des filles mortes d'infection dans la nuit. À 4h45, elles s'alignent devant leur bloc où elles restent immobiles par tous les temps, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, jusqu'à 6h du matin. Épuisées et brisées, elles sont envoyées chacune vers leur fonction, atelier de confection, usine Siemens et Halske pour fabriquer des pièces électriques ou travaux de voirie. Le but est de les tuer en les épuisant. Selon Germaine Tillon, qui a écrit sur son expérience des camps, seules les femmes qui ne perdaient pas tout à fait leur estime d'elles-mêmes réussissaient à survivre. En septembre 1944, Catherine est déportée à Torgau, un camp de travail à l'est de l'Allemagne qui dépend administrativement de Buchenwald. Elle fait partie d'un groupe de femmes qu'on envoie travailler dans une usine d'armement. Les détenues invoquent la Convention de Genève. On n'a pas le droit d'exiger d'elles qu'elles fabriquent les armes destinées à tuer leurs compatriotes. Le directeur de Torgau propose à celles qui le souhaitent de retourner à Ravensbrück. Elles seront tuées, mais elles ont le choix. L'instinct de survie prend le dessus et les filles tentent de saboter discrètement les armes qui passent entre leurs mains. Le groupe de femmes auquel appartient Catherine garde espoir malgré l'horreur. Les Polonaises qui travaillent dans le même atelier sont stupéfaites de voir les Françaises utiliser leur maigre ration hebdomadaire de margarine pour se l'étaler sur le visage comme une crème hydratante. Elles déchirent aussi des bouts de tissu sur leur matelas pour se faire des turbans ou des ceintures. Elles ont compris que garder autant que faire se peut une apparence humaine est le meilleur moyen de ne pas être déportée dans un camp de la mort. Pendant l'hiver, Catherine est envoyée dans une autre usine sur le site d'Abderroda, à l'est de Düsseldorf. Dans ces terres continentales, il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. Les Françaises gardent le moral en se fabriquant en cachette une crèche pour Noël avec des bouts de tissu. En février, Catherine est encore déplacée vers le camp de travail de Markelberg. Et le 13 avril, elle participe à une marche de la mort. Les Alliés sont si près des camps que les Allemands veulent achever les prisonniers par tous les moyens. Parcourir des dizaines de kilomètres à pied par moins 20 degrés est aussi un moyen de tuer des prisonniers. Le 21 avril 1945, Catherine se trouve à Dresde. La ville n'est plus qu'un tas de gravats après les bombardements, mais c'est là que son calvaire s'achève. Elle est libérée par les Américains. En France, Hervé et Christian la croient morte depuis presque 1 an. Grâce à la Croix-Rouge, elle peut les prévenir. Christian l'attend sur le quai de la gare de Lyon, à Paris, lorsqu'elle revient d'Allemagne très amaigrie. Elle est une petite chose dure et sèche de 35 kilos, à côté de Christian, légèrement rond, avec son air de gentil garçon au trait mou. Elle retourne habiter chez lui, rue Royale. La guerre est finie. Reconnue comme résistante, elle est décorée de nombreuses médailles. À 27 ans,
Catherine ressemble déjà à une vieille dame. Elle range ses décorations et ouvre un magasin de fleurs aux halles. Faire de beaux bouquets comme sa mère et dormir le soir dans les bras d'Hervé, c'est tout ce qu'il lui faut. Nous sommes avenue Montaigne le 12 février 1947. Christian Dior a invité le tout Paris pour son défilé. Les convives découvrent de beaux salons décorés avec goût, comme l'aurait fait Madeleine Dior. Il y a de superbes bouquets de fleurs. On distribue des échantillons d'un nouveau parfum nommé Miss Dior, un chypré aux notes de rose, de jasmin et de gardénia. Sur le podium, des mannequins défilent avec des jupes gigantesques comme des corolles de fleurs, alors qu'il y a toujours des pénuries. Leurs tailles sont prises dans des ceintures serrées qui leur donnent une forme ultra féminine de sablier. Ces créations n'ont rien à voir avec les lignes fluides et épurées d'avant-guerre. On dirait bien que Mademoiselle Chanel n'est plus à la mode. L'homme qui a inventé cette nouvelle silhouette, le New Look, c'est Christian Dior. Ce jour-là, il triomphe à la fin du défilé. Il devient la star de la haute couture que tout le monde connaît désormais. Bientôt, il ouvre sa première boutique. Dior est écrit en grand sur l'enseigne. « Si maman était toujours en vie, je n'aurais pas osé », reconnaît-il. Peu après, il crée une robe brodée de milliers de fleurs qu'il appelle aussi Miss Dior. Sa sœur, toujours forte et élégante, amoureuse inconditionnelle des fleurs, l'inspire en secret. Lorsque Christian meurt d'une crise cardiaque le 24 octobre 1957 après 10 ans d'un succès fulgurant, c'est Catherine qui prend en charge son héritage. Elle devient la discrète gardienne de sa mémoire, femme de l'ombre, comme la résistante qu'elle a été. Elle meurt le 17 juin 2008, alors que tout le monde a oublié qu'elle était la véritable Miss Dior. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Christian et Catherine Dior. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de ce récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt!